9 millièmes. C'est le temps qu'il faut au pilote de MotoGP pour passer d'un rapport à l'autre. Et c'est grâce à cette pièce-là, qui, à son arrivée en Grand Prix, était tellement secrète et tellement chère qu'elle était protégée par un agent de sécurité. C'est dans ce contexte-là que je vous présente la boîte Seamless. Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment les boîtes de vitesse des MotoGP peuvent permettre des changements de rapport aussi rapides. Et vous allez voir que celles-ci ont révolutionné le sport plus qu'on ne le pense. Imaginez-vous faire du vélo avec un seul pignon, une seule vitesse si vous préférez, comme c'est le cas sur les vélos de piste. Au début, pour vous élancer, vous forcerez sur les pédales. Puis plus tard, une fois que vous êtes élancé, vous patinerez dans la semoule. C'est pourquoi la boîte de vitesse a été inventée. Elle permet de démultiplier la force qu'on lui transmet. Et si on retrouve ça sur un vélo, il y a la même chose sur une moto. Et le principe reste inchangé. Mais c'est pas tout à fait pareil non plus. MotoGP, vélo. Mais attention, ces derniers sont de plus en plus développés. Certains ont des vitesses automatiques. On n'a pas ça en MotoGP. Et pourquoi on n'a pas ça? Car c'est interdit. On peut faire une croix sur les boîtes automatiques. Il en va de même pour les transmissions variables continues abrégées en CVT. C'est la technologie qu'on retrouve sur les scooters et qui permet d'avancer sans changer de rapport. Elle s'adapte en continu pour avoir la vitesse idéale, elle offre une faible consommation, une puissance maximale et un couple optimal. Il existe différentes technologies dont celle qui utilise des cônes. On retrouve deux cônes placés dans le sens opposé et reliés par une chaîne. Si on déplace cette dernière, les engrenages vont être plus ou moins grands, ce qui fait varier la vitesse de sortie. Et on parle de boîte continue car tout se fait sans interruption. À la différence d'une boîte manuelle, on n'a pas besoin de désengager une vitesse pour en engager une autre. Et c'est justement ça l'idéal, quand il n'y a pas de coupure. Car sur une boîte manuelle, le temps de relâcher les gaz, débrayer, passer son rapport, embrayer, puis tourner la poignée, ça prend un certain temps. Imaginez la perte de temps sur un tour. Alors sur une course où il y a entre 500 à 800 changements de vitesse en fonction des circuits, c'est colossal. Ainsi, les constructeurs ont dû trouver des systèmes aussi avantageux que ceux interdits par le règlement, tout en étant autorisés par lui-même. C'est comme ça que la boîte Seamless s'est retrouvée dans les MotoGP. Imaginez un double embrayage, l'un avec les vitesses paires, l'autre avec les vitesses impaires, et faire en sorte que les deux fonctionnent en même temps. Comme ça, quand on change de vitesse, on passe juste d'un embrayage à l'autre, la vitesse est déjà enclenchée. Si on est en quatrième, la troisième et la cinquième sont déjà enclenchées, et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait gagner du temps. Ça s'appelle le double embrayage, c'est beaucoup utilisé sur les voitures car c'est hyper efficace, mais ça aussi c'est interdit par le règlement technique. Alors les équipes ont dû trouver des solutions encore plus ingénieuses. Puisqu'on ne peut pas faire ça avec deux embrayages, alors faisons-le avec un seul. Prenons une boîte de vitesse et ajoutons-y un petit moteur électrique qui entraîne la vitesse supérieure et inférieure. Ça ressemble à un double embrayage, ça a tout d'un double embrayage, mais ce n'est pas un double embrayage. On passe à travers les mailles du règlement sans l'offenser. Et les avantages sont nombreux. Passer les rapports est agréable, ça ne patine pas, ça consomme moins, ça, c'est la boîte Seamless. Dans les années 90, l'équipe de Formule 1 Williams est confrontée aux réticences de la FIA vis-à-vis de leur CVT. Puis début des années 2000, c'est McLaren et leur double embrayage qui en firent les frais. Avant qu'en 2005, Honda parvienne à contourner les exigences de la fédération en créant la boîte Seamless, qui se démocratisa chez quasiment tous les constructeurs F1 en 2007. Ça c'est les origines, car en MotoGP celle-ci arrive plus tard, en 2011, toujours avec Honda en chef de file. Mais Ducati, durant cette même année, en a testé un prototype lors du Grand Prix d'Assen, Avant d'intégrer son Ducati Seamless Transmission en 2012. En ce qui concerne Yamaha, après plusieurs tests dans leur coin, ils en installèrent dès le GP de Misano 2013. Or celle-ci était fonctionnelle uniquement en montée, contraint d'utiliser l'embrayage pour les rétrogradages. Et c'est seulement en 2014, Et plusieurs coups de pression de leur pilote, que Yamaha en intégra un système complet. mais il faudra attendre 2015 pour que celui-ci soit vraiment abouti. Pour son retour en catégorie Rennes la même année, Aprilia a aussi équipé ses machines de Seamless à partir du Mugello. Quant à Suzuki, qui elle aussi faisait son grand retour, attendit la fin de cette même année pour s'en accaparer. Depuis, c'est devenu indispensable. Et c'est normal, on parle d'un gain de 8 dixièmes par tour pour certains constructeurs. Ouais, vous devenez un peu le Lucky Luke de la vitesse, ouais, bon, vous shiftez plus vite que votre ombre. Et si le gain d'une boîte Seamless peut paraître colossal, il devient ridicule quand on voit la somme qu'il en coûte. D'après des estimations, la fourchette de prix pour ce bijou de technologie est comprise entre 300 000 et un demi-million d'euros, si ce n'est plus. Avec un tarot pareil, seuls les constructeurs MotoGP peuvent se permettre d'intégrer des boîtes de vitesse Seamless dans leurs prototypes. Alors, pour ce qui est des catégories inférieures, en Moto 3, ils utilisent un quick shifter. Quand ils appuient sur le sélecteur, un capteur va ordonner un bref arrêt des gaz et la vitesse va se passer. Mais
attention, cela ne fonctionne que pour la montée. D'ailleurs, on parle de shifter up. Les pilotes de la catégorie quart de litre utilisent encore l'embrayage pour rétrograder. Les Moto 2 sont équipés d'un auto-blipper, qu'on appelle aussi shifter up and down. Comme son nom l'indique, on peut passer les vitesses sans utiliser l'embrayage, aussi bien à la montée qu'à la descente. Mais au rétrogradage, le blipper va ordonner un petit coup de gaz. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle d'embrayage, mais il ne faut pas le confondre avec la boîte de vitesse. Cette dernière permet d'exploiter au mieux la puissance du moteur, alors que l'embrayage est la pièce qui permet de séparer le moteur de la boîte de vitesse quand on veut changer de rapport. Ces deux éléments sont différents, mais indissociables. Et même si aujourd'hui on nous dit qu'en MotoGP on n'utilise plus l'embrayage, c'est en partie faux, puisque l'embrayage, on a vu, il y en a un, mais c'est le levier qui est beaucoup moins utilisé qu'avant. Il sert juste à s'élancer. Sur les motos de route, on a la plupart du temps un embrayage à bain d'huile. Elle permet des passages de vitesse plus doux, mais une partie de la puissance est perdue à cause des frottements qu'elle engendre. Alors pour pallier à ce problème, en MotoGP on enlève l'huile et tout le monde a des embrayages à sec. D'ailleurs c'était ça le petit truc qu'on voyait tourner sans cesse. Ça y est toujours, mais les carénages les cachent maintenant. Mais il y a encore pas si longtemps, c'était visible. Et en MotoGP, l'embrayage est anti-dribble. Lors d'un rétrogradage osé, la forme de l'embrayage anti-dribble va se désengager légèrement et rendre l'action plus douce. C'est comme si le pilote débrayait légèrement et ça va empêcher la roue arrière de se bloquer. Autant vous dire que ça a dû sauver la mise à pas mal de pilotes, surtout lors de sa sortie par Honda en 1980, à une époque où les motos étaient susceptibles d'envoyer valser leurs pilotes dans les airs à la moindre brutalité. Dans les années 90, c'est la boîte de vitesse cette fois-ci qui va connaître une évolution, en voyant tous ces rapports inversés, système qui aurait déjà été essayé par Kenny Roberts dans les années 70. Sur une moto lambda, les rapports fonctionnent comme ça, une en bas et tout en haut. Mais en MotoGP, on optimise chaque fait et geste. Ainsi, tous les rapports sont en bas. Oui, tous, même la première. Il suffit de regarder les pilotes quand ils partent, ils appuient sur le sélecteur, après rien ne les empêche de mettre la première en haut, comme c'était le cas avant. Et si la boîte inversée est devenue la norme dans des championnats moto de haut niveau, dont les Grands Prix, c'est pour des questions de praticité. Imaginez-vous sur une moto d'approximativement 300 chevaux, en sortie de virage, avec la force centrifuge qui vous pousse vers le bas. C'est certainement plus facile de faire un effort qui va dans ce sens, plutôt que de le contrer. Ainsi, il est plus facile d'appuyer sur le sélecteur que de le lever. Et quand on voit ce genre d'image où le pied pour certains pilotes n'est clairement pas en position de passer un rapport, on se dit que la boîte inversée est une bonne chose. Car si jamais ils doivent le faire, on comprend que ce sera plus facile d'appuyer que de lever. Et c'est pareil au rétrogradage. Il est certainement plus facile de caler son pied sous le sélecteur, quitte à le coincer, pour rétrograder. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et la booster si vous êtes sur téléphone. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite, ciao.